Ça y est, c'est officiel, on se lance dans un projet titanesque. Ça, c'est notre deuxième projet de rénovation. Vous le savez sûrement, il y a 4 ans, on avait acheté 3 vieilles maisons en Auvergne et maintenant, il est temps de rénover cette vieille étable. On est hyper motivés et il va falloir qu'on le soit parce qu'on va tout rénover nous-mêmes. Cette future maison peut avoir un potentiel énorme. Heureusement que ça nous a rien coûté de plus parce que finalement, on avait acheté les 3 maisons ensemble. Nous, c'est Pierre et Phil, bienvenue aux 3 maisons. Il y a 3 ans, c'est vrai que quand on avait acheté ces 3 maisons, on avait déjà commencé par évacuer tout le cirque. Par contre, tout ce cirque-là qu'on voit, c'est celui qu'on a recréé au fil des travaux. Nous aussi, on a quand même accumulé pas mal de choses. Attention. Alors ça, je sais pas qui de nous deux a utilisé un sac comme ça, il a pas refermé, mais ça c'est pas bien. J'imagine que c'est toi. Alors, du coup... Ça c'est poubelle, tout ça c'est poubelle. Bon, bah, il y a du boulot, hein. Donc là, c'est parti pour une grosse évacuation, un gros tri. Il y a beaucoup d'outils à nous, du gros matériel. Je trouve que commencer par ce genre de grand tri d'évacuation, en fait, ça motive. On va redécouvrir un peu la maison qu'on a, le potentiel. Ça va faire déjà beaucoup plus propre et ça va vraiment nous motiver à bien bosser dans cette réno. Ça, on garde. Ça, c'est obligé. Ça, Oui, ça bien sûr, oui. Ah oui, un petit coup de soufflette dessus. bien retapé et tout. Un petit coup de vernis, tu vois. Un petit pot de fleurs dessus. Bim, bam, boum. Bon, il fait un peu sombre, mais ça y est, on a fini de tout évacuer. Tout est quasiment nettoyé. Franchement, ça paraît beaucoup plus grand que ce qu'on avait imaginé avant. Il nous a fallu quand même 2 après-midi pour tout évacuer. Et encore, il nous reste plein de choses à mettre en déchetterie. Mais voilà, fallait bien qu'on commence par quelque part avec cette maison. Pour nous, c'était important d'y voir plus clair en faisant un bon coup de propre. Je vais juste encore passer un coup de souffleur. Et normalement, ce sera bon pour aujourd'hui. Voilà, il nous aura fallu quand même plus de 3 jours, je dirais, pour remettre tout ça de manière un peu clean. On y voit déjà vachement plus clair. Dans ce rez-de-chaussée, on a prévu quand même pas mal de choses. Il y a un truc qu'on nous a pas mal demandé, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces mangeoires? Est-ce qu'on va les laisser? Est-ce qu'on va les retirer? C'est vrai que nous, on aimerait bien les garder. Bon, alors peut-être pas tout en entier, parce que là, vous voyez, il y a des endroits quand même qui sont pas du tout en bon état. Honnêtement, je pense que ça serait une bonne idée, parce que ça aurait été dommage de retirer un peu ce côté de l'histoire de cette maison. Ici, par exemple, ils sont déjà un peu en meilleur état, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Bon, ça y est, enfin la grange, elle est à peu près propre, c'est beaucoup plus clean. Mais là, tout de suite, il faut aussi que je pense à nettoyer l'intérieur de la maison principale. Et pour ça, aujourd'hui, je teste un super appareil de chez Polti, c'est le Rollistim WD-40C. Chez nous, c'est vrai qu'on a quasiment que du parquet, et avec le temps, j'ai remarqué un truc. À force d'utiliser des produits d'entretien, des produits de lavage, il finit par apparaître un espèce de petit voile gris sur le sol. Donc là, je suis super enthousiaste à l'idée de déballer cet appareil Polti. Ce qui m'a plu, c'est qu'à la différence des autres appareils, le Polti Rollistim, il est censé nettoyer sans détergent, simplement grâce à la puissance de la vapeur. Cet appareil, il aspire, il lave et désinfecte les sols, et ça en un seul passage. Comme tu vois là, j'aspire pas mal de miettes pour le tester. Il est largement capable aussi de nettoyer tous les liquides renversés. Je teste aussi sur l'autre type de sol qu'on a dans l'entrée. Nous, c'est une peinture au sol, donc on peut assimiler ça à du carrelage. Franchement, là, tu vois, je suis plutôt convaincu. En plus, la brosse, elle est motorisée, donc il avance presque tout seul. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des LED à l'avant, ça permet de vraiment montrer ce qu'il y a encore de sale dans la maison. En plus, nous, on a un poêle à bois, et souvent, on a des grosses traces de charbon par terre. Ça, c'est très difficile à retirer. Là, je suis quand même agréablement surpris. Le Rollistim, il gère ça en quelques instants. La vapeur, elle permet de dissoudre les saletés. Et mine de rien, ça élimine jusqu'à 99,99% des germes et des bactéries. Et au moins, il n'y a pas de produit en plus au sol. Donc sur le parquet, c'est quand même super intéressant de pouvoir nettoyer en profondeur. Et pour notre entrée qu'on salit quotidiennement, c'est un vrai plus. Après une bonne journée de réno, c'est top de pouvoir laver facilement et avoir une maison bien propre. Ça permet d'avoir du temps pour soi. On peut aussi se reposer, ou dans mon cas, réfléchir sereinement à la suite de notre projet. Si ce produit t'intéresse, c'est le Rollistim WD-40C. Je t'ai mis le lien en description.
description avec ta 100 € de réduction. D'ailleurs, je suis assez curieux d'avoir vos avis et vos conseils à ce sujet. Je suis content parce que j'ai enfin trouvé la solution parfaite pour le parquet. On nous a toujours conseillé de le nettoyer avec un peu d'eau. Et cette fois, c'est sûr, je dis au revoir aux produits chimiques. Merci à Polti d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est reparti dans l'aventure. Je t'emmène également à l'étage du dessus. Là, énorme potentiel. Le parquet au sol, il est pas mal. Enfin, si on peut appeler ça du parquet, c'est plus du plancher. Il faut imaginer que le bois, il fait plus de 3 cm d'épaisseur. Il a vécu, mais honnêtement, il est en très bon état. Du moins, le bois a pas l'air bouffé, donc ça, c'est un bon signe. Et il y a quand même aussi, au-dessus de nos têtes, une belle charpente. Là, typiquement, on est d'accord, on peut rajouter un petit niveau, genre ici, et faire des petites mezzanines. Ça serait vraiment le pied. On a une charpente qui, visiblement, est en bon état. Pourtant, va falloir qu'on la refasse quand même en partie. Notamment, il y a une partie de la charpente ici qui repose directement sur le parquet. J'avais jamais vu ça avant. Déjà, le plus important, ça va être de refaire un tri, tout évacuer, mettre le bâtiment au propre. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir jeter pas mal de choses parce que vous voyez, c'est notre espace déchetterie. Là où on a stocké toutes les choses, on essaye de trier un maximum et ensuite on va louer un camion pour tout dégager. Maintenant qu'on a évacué tout l'étage, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était de voir comment on allait pouvoir positionner les différents espaces. Parce qu'on aimerait quand même que cette maison, elle puisse accueillir pas mal de monde. Donc on s'était dit que ça serait bien d'avoir au moins 2 grandes chambres, avec certainement 2 autres chambres qu'on mettrait sous les combles, donc on en serait à 4. Donc là, tu vois, je dispose du scotch, ça va permettre de délimiter un peu les espaces justement, parce que j'ai réalisé des plans 3D, mais est-ce que dans la réalité, les espaces correspondaient vraiment au réel, au concret? Grâce à cette technique, c'est l'occasion de voir. D'ailleurs, je te fais découvrir un peu ces plans 3D que j'ai fait. On va commencer par le niveau du bas, notre rez-de-chaussée. À l'heure actuelle, au sol, on a 47 mètres carrés sur ce premier niveau. C'est à la fois grand, mais pas non plus énorme. Là, tu vois, au centre de la pièce, on a placé une grande table qui peut accueillir au moins 12 personnes. C'est vraiment autour de ça qu'on imagine un peu les espaces. L'objectif, accueillir un max de monde autour d'une grande table. Au fond, on y mettrait un salon. Le tout serait délimité avec une belle cheminée entre l'espace salon et l'espace salle à manger. Et dans cet espace aussi, un peu plus à l'écart quand même, on va y mettre un toilette et aussi une partie un peu plus technique avec pourquoi pas le ballon d'eau chaude, une machine à laver, ce genre de choses. On verra par la suite peut-être une petite douche, mais rien de sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, on va créer une extension. Je te la montre un peu comme ça pour l'instant. C'est un petit peu encore complexe à comprendre. Ça va à la fois être une entrée qui sera délimitée par un espèce de petit couloir, un petit mur. Et ça sera également une grande cuisine. Là, sur mes plans, la cuisine, elle est peut-être un peu trop sage, un peu lisse, mais elle sera beaucoup plus chaleureuse. Pour nous, ça sera vraiment le cœur de la maison, un lieu de partage où on pourra boire un petit coup, manger autour de l'îlot, partager des bons moments, voilà, quelque chose de très convivial. On passe à l'étage, là tu vois plus concrètement la première chambre. Juste à côté, tu as une première salle de bain. Et collé à cette salle de bain, il y a aussi un espace toilette. Et après, on a cette deuxième chambre qui elle aussi est très grande et on a souhaité lui faire une salle de bain directement dédiée, comme une suite parentale en fait. Alors pourquoi on l'a pas fait pour l'autre chambre? Comme ça, on a une salle de bain de laquelle on peut accéder sans forcément rentrer dans la chambre. De là, on arrive à revoir un peu l'extension qu'on va créer. Tu vois que c'est par là qu'on va rentrer dans ce deuxième niveau. On l'expliquera un peu plus au fur et à mesure de nos évolutions. Si c'est pas très clair pour l'instant, t'en fais pas, ça sera beaucoup plus un peu plus tard. En attendant, je te montre le troisième niveau. Là, on imagine encore une petite mezzanine et de part et d'autre, 2 chambres sous les combles. Donc là aussi, l'important c'est d'avoir de la place pour loger un max de personnes. On se pose encore la question de est-ce qu'on met un toilette avec un petit coin douche supplémentaire ici. Rien n'est impossible, on n'est qu'au début du projet. Au besoin, on pourra le faire aussi.
Aujourd'hui, c'est un jour important parce que tous les travaux qu'on souhaite faire, notamment ceux de l'extension, ça va demander de réaliser de gros travaux de sol. Pour la faire simple, le bâtiment, il est bâti sans fondation, à même la roche, et on a aussi notamment une grosse fissure dans la façade. Donc on avait vraiment besoin de l'avis d'un expert. C'est pour ça qu'on accueille Geoffrey Magnien. Il est expert en bâtiment et il va pouvoir répondre à toutes nos questions et nous guider surtout par rapport à toutes les problématiques. On commence par la fameuse fosse qu'on avait découvert au début du chantier. C'est une ancienne fosse à purin. En gros, dedans, tout le caca des vaches et des animaux a terminé sa course. Il faut imaginer que cette fosse, elle fait quasiment 13 mètres cubes, donc c'est quand même assez énorme. Avec lui, on va avoir aussi directement cette fissure. Alors on le sait, les anciens du village nous disent qu'ils l'ont toujours connue, etc. Mais pour nous, c'est vrai qu'on est quand même plein de questions. Est-ce qu'elle va pas s'agrandir avec le temps? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que le bâtiment va tomber? On va en reparler à la fin quand on va débriefer d'un peu tous les sujets. Et on passe à la partie extension. Nous, c'est un moment important. Donc il étudie tout ça. Et juste après, dernière chose importante, c'est aller voir l'état de la toiture. Geoffrey, c'est un couvreur de formation, donc c'est quelque chose qui lui parle pas mal. On se rend compte que toute la toiture a été refaite juste après l'après-guerre, donc faut imaginer dans les années 50. Donc c'est un toit qui a quasiment plus de 70 ans, les tuiles elles sont vraiment devenues très poreuses. Forcément, va falloir qu'on change tout ça. Là, on passe au moment débrief. Nous, ce qu'on en retient, c'est que tout est possible. La fissure qu'on aperçoit depuis longtemps sur notre façade, c'est ce qu'on va appeler une fissure morte. C'est-à-dire qu'elle va pas plus s'ouvrir dans le temps. Elle s'est créée au moment où il y a eu des gros travaux dans le village, où il a fallu dynamiter de la roche. Mais selon lui, ça va pas bouger. Ce qu'il faudra faire, c'est installer des tirants et vous verrez qu'on va le faire dans la vidéo. Le projet d'extension, c'est faisable aussi. Le trou, on va devoir le réaliser avec un BRH et une mini-pelle. On va faire ça dans la vidéo. La charpente, pour lui, elle est nickel. Par contre, tout le bois qu'il y a sous les tuiles, ce qu'on appelle les voliges, il faudra sûrement les changer, même les chevrons. Mais après, le gros de la charpente, elle est nickel. Vraiment, Geoffrey Magnien, son expertise, elle nous a quand même pas mal rassurés. Mais selon lui, ça serait important qu'on fasse venir d'autres professionnels, potentiellement un bureau d'études. Et aussi, l'indispensable, c'est une étude de sol, savoir quel type de pierre on a sous la maison. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on va faire et que tu verras dans cette vidéo. Bon, maintenant que l'expert il est passé, c'est vrai que ça nous a un petit peu ouvert les yeux sur pas mal de choses. Bon, comme vous avez compris, on va devoir faire appel à un bureau d'études. Avant ça, l'expert nous a quand même dit qu'on pouvait sonder et même casser cette dalle déjà pour finalement mettre tout le sol à zéro, repartir sur une base neutre. Donc c'est ce qu'on va faire, mais avant ça, j'aimerais quand même aussi faire couler un peu d'eau pour voir comment ça s'est coulé à l'époque. Pour ça, va falloir que je vide là-bas un petit regard avant la fosse parce qu'il est rempli de plein de branches, de terre, etc. On fera le test avec l'eau et après on pète tout ça. Oh la vache, sacré ver de terre hein. Dis donc ils sont beaux ici. Du coup, quand l'eau elle arrive par ici, il y a un petit passage après sous ce béton et le tuyau sort ici. L'eau après elle tombe dans ce regard. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit trou qui permet ensuite à l'eau de s'écouler directement dans la fosse. Bon, ici on a le trou de l'évacuation. Il y a plein de petites choses dedans, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un coup de souffleur pour évacuer ce qui reste un peu dedans. Bon, du coup, c'était bien fun, cette idée de rigole. Mais malheureusement, on va pas pouvoir la garder puisque ce qu'on va devoir faire là maintenant, on va venir disquer ici pour essayer de retrouver le sol initial. Donc, il y a cette partie-là, celle-ci
Et juste ici devant, je sais pas exactement ce qu'on va retrouver, certainement la roche ou alors de la terre. C'est un peu l'idée justement de faire ces petites fouilles. C'est parti, on va voir, je sais pas trop à quoi m'attendre. On va voir comment est constituée cette dalle sous nos pieds. Je commence à disquer, je prends la meuleuse et je coupe directement dans la dalle. Ça fait énormément de poussière et par la suite, si je devais le refaire, je pense que je mouillerais un peu plus, histoire d'éviter ça. Bon, l'avantage d'avoir déjà tout coupé comme ça, eh ben, ça permet de facilement casser le béton. Ça se fait plutôt bien, j'hésite pas à recouper plusieurs fois avec la meuleuse, à nouveau avec le perforateur, un coup de meuleuse, un coup de perfo. Et là, on découvre effectivement que tout repose sur un litre de gravat, ce qui est plutôt bien. Comme ça, la dalle, elle était bien désolidarisée du sol. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a ici sous la dalle, etc., on va essayer de voir ce qu'on a derrière ici. Pour rappel, c'est là où on va faire la grande ouverture qui va mener à la cuisine. Et c'est derrière cette ouverture qu'on va venir creuser la pierre pour revenir au niveau où je suis actuellement. J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises découvertes. C'est parti, on y va! Donc c'est parti, on vient casser. Forcément en plus je tombe directement sur la plus grosse pierre. J'aurais aimé qu'elle soit plus petite. Bon, à force de tout casser, je tombe en dessous, je vois une pierre qui me va bien. Par contre purée, j'ai galéré à l'enlever. C'est pour ça que d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Philippe qui est venu. Pour ces choses là il est peut-être un peu plus patient que moi. Au bout de longues minutes on réussit à l'extraire. Donc le plus dur est fait, maintenant ça va être beaucoup plus simple pour réussir à retirer les autres. Là c'est de la pierre, là on a de la pierre. Au fond, là, ça doit être de la pierre. Et à partir de là, on dirait que c'est de la roche. Regardez, même là, on descend, ça descend. Et on a de la roche. Donc maintenant, on va voir si en dessous, ici, là, on a de la roche aussi. Donc c'est pour ça, on va aussi un peu casser là dans les mangeoires pour voir ce qu'il y a dedans. On retrouve également la fameuse roche et pas mal de gravats. Bon, au moins maintenant, on a une vision assez claire de comment est constituée la maison. Donc pour la suite, pour les potentiels artisans qu'on va recevoir pour des travaux, on pourra parler en connaissance de cause. Bon, objectif du jour, on est avec les cousins. Vous savez, il est temps de casser notre fameuse dalle. Je crois qu'on va bien galérer. On va dire au revoir à cette rigole en plein milieu qui permettait justement d'évacuer le caca des vaches. Donc là, on est avec les cousins, il y a mon papy qui est sur le chantier. L'objectif, c'est de tout casser le plus rapidement possible. Par contre, les débuts sont quand même assez difficiles. Je dirais qu'on a des outils un peu sous-dimensionnés pour la tâche. Je pensais tout couper un peu en amont avec une meuleuse. Malgré le fait que j'ai mis de l'eau, ça fait énormément de poussière. On a plusieurs, c'est irrespirable, donc va falloir qu'on trouve une autre technique. Là, voilà ce qu'on a fait en 2-3 heures. Clairement pas possible, hein. Si on fait ça avec cette technique, on va en avoir pour au moins une semaine, voire plus. Donc le midi, après une réunion de chantier tous ensemble, on décide d'aller louer une autre machine. Bon, voilà ce qu'on a fait en 2 heures. On dirait que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. Franchement, cette machine, elle nous a bien aidé. Du coup, on en a loué une deuxième qui est encore plus costaud. Normalement, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, c'est un marteau-piqueur, un marteau de démolition. On en a déjà un d'une force de 50 joules, mais celui-ci, il est à 75. Et là, comme tu vois, c'est beaucoup plus simple. En plus, ça a créé des vibrations, les deux machines se répondent pas mal. Ça casse beaucoup plus facilement. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a mon papy dans les parages à chaque fois qui regarde tous ses petits-enfants travailler en chœur. Lui, il est maçon de base, donc nous voir évoluer comme ça lui fait trop plaisir. Il est passé un peu inspecteur des travaux finis, mais c'est pas mal du tout, on a plein de conseils de sa part. C'est hyper agréable d'être tous ensemble en famille, et c'est surtout que voilà, ça a super bien avancé. Par contre, maintenant, on se retrouve avec plus de 15 tonnes de gravats évacués et on n'a pas d'autre choix que de tout faire à la brouette. On charge tout ça dans la remorque du voisin, il est bien sympa de nous aider. Lui, il se chargera d'aller vider les remorques et nous, on va les remplir. Bon, pour retirer tous ces gravats, il nous a fallu quand même 2 demi-journées. Franchement, c'était un travail titanesque et je pense que si on n'avait pas les cousins, on n'aurait pas eu toute cette motivation. Donc vraiment, merci à eux. C'était physique, mais c'était quand même un bon moment.
il est temps d'accueillir un expert qui va nous faire une étude de sol. On dirait un petit peu un robot, vous savez les robots Curiosity qu'on envoie sur Mars. Avec cette machine, on va faire quelque chose d'assez simple. En gros, on va prendre un gros fourré et on va aller le plus profond possible. C'est très satisfaisant à regarder. La roche, franchement, elle se débite un peu comme de la pierre là visuellement. On est descendu sur environ 1,80 m et à partir d'1,80 m, la roche est beaucoup plus dure. On va tomber sur de la roche noire. Donc nous, ça tombe bien, on va devoir creuser justement environ 1,70 m, 1,80 m. Après cette espèce de grand fourré, on passe à un autre type. Donc là maintenant l'idée ça va être de venir frapper le tout avec une grosse masse qui monte et qui d'un coup tombe en fait. Ça va venir mesurer la résistance du sol. Une semaine après on a reçu le résultat d'expertise. On va avoir le feu vert donc ça c'est une bonne nouvelle. La roche est de bonne qualité, elle va se casser assez facilement mais elle est quand même parfaite pour des fondations. C'est une bonne nouvelle, on va enfin pouvoir commencer les vrais travaux dans cette maison. On a quand même fait pas mal trembler la maison et on va continuer à la faire trembler par la suite de nos travaux. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on règle quelque chose d'assez important. On va essayer de mettre en place des tirants. Les tirants en fait c'est une grande barre métallique qui va venir traverser chaque mur à l'opposé de la maison. En gros ça va permettre aux murs qui s'écartent pas plus dans le temps. Là c'est fil qui s'y colle. Il faut quand même traverser nos murs de plus de 60 cm d'épaisseur. Mettre une énorme tige filetée et c'est ensuite qu'on vient mettre cette espèce de ferronnerie. Alors je vous avoue j'ai pas le terme. Ça on le fait de chaque côté. On installe la barre métallique. Il faut pas trop serrer parce que le risque ce serait que justement on force sur les murs. Là non, il faut juste que ce soit un bon maintien. Bon, ce soir, on est au bureau, on travaille un peu sur les plans de la maison. Je me rends compte que le projet est pas toujours très compréhensible et c'est surtout que pour faire les gros travaux, il va falloir qu'on fasse un permis de construire. Il va falloir qu'on explique à la mairie ce qu'on veut faire en termes d'extension, les potentielles ouvertures pour de nouvelles fenêtres. Et là, je prends quelques temps pour justement essayer de faire un peu mieux comprendre comment on va s'y prendre pour cette extension. De base, ça c'est une fermette, donc c'est un bâti agricole que nous on va transformer en maison d'habitation. Donc il y a au minimum un changement de destination à faire et pour ça on a besoin d'un permis de construire pour faire les travaux nécessaires. C'est pas la partie la plus fun mais elle est indispensable. Quand on la regarde de face, notre sol ici, donc là c'est sous la terre, donc là c'est le niveau 0 à 0 mètre. Et vous voyez que le sol, en réalité, il vient jusqu'ici contre le mur, ce grand mur-là. Donc il monte jusque là, l'autre niveau, et notamment sur cette partie-là que repose le préau. Et c'est là qu'on souhaite faire l'extension. Donc nous, l'idée, c'est qu'on va venir creuser là, donc sur environ 1,60 m, 1,70 m de profondeur, pour ensuite pouvoir revenir au rez-de-chaussée de la maison par ici. Voilà, par là. Je sais pas si c'est clair. D'ailleurs, on s'y remet en parlant d'extension, c'est le moment où on va s'attaquer à ce préau. Je pensais qu'il était en bon état, tu vas te rendre compte que c'était pas du tout le cas. Et c'est surtout ici que par la suite va prendre place notre extension. Donc pareil, on doit faire place nette. Là-haut, vous l'aurez certainement vu, mais tout est en plaques de fibrociment. Donc c'est de l'amiante, nous on a trouvé un organisme qui va pouvoir nous les récupérer. Par contre, ça va être à nous de les enlever de manière sécure. Donc il va falloir qu'on se protège, qu'on fasse attention à pas les casser. Et ensuite, on pourra les laisser de côté quelques temps avant d'aller les emmener justement au point de collecte. Première mission, ça va être de retirer là-haut, retirer toutes les tôles. Une fois que ce sera fait, on va retirer toutes les voliges, donc c'est les parties de planches là. Après, ce sera ces petits chevrons et après les grosses poutres transversales. Et pour finir ici, ces grosses poutres qui en plus ont été un peu mises, pas n'importe comment, mais elles ont été rentrées dans le mur là-bas. Donc je pense qu'il faudra qu'on les scie. Voilà, et on trouvera un système pour pas qu'elles tombent. Ça va être coriace. Bon, vu que c'est de l'amiante, il va falloir qu'on se protège. On a des petites combis. Allez! On pousse le truc jusqu'au bout, donc on va mettre des petites chaussettes en caoutchouc, même si normalement on va pas manipuler trop les plaques. On prend pas de risque. Oh, la honte. C'est pas mal. Et les gants pour les produits chimiques et tout ça. Voilà. Il manque plus que le masque. Ça y est, alors nous voilà sur le toit du monde. Pour enlever les fameuses plaques, il va falloir qu'on dévisse ici en théorie.
Voilà, ça s'enlèvera sans trop de difficulté. Quand même, la problématique, c'est que là, on a ces tuiles qui vont par-dessus. Je vais dévisser les plaques sur la partie basse et je viendrai les faire glisser. Et à mon avis, bah, ça ira tout seul. Allez, voilà, il y a le toit qui vient avec. C'est la première, elle va prendre plus de temps que les autres. Ça risque de tomber, hein. Putain, ça glisse les chaussettes, hein. Ça glisse les chaussettes. Bon bah ça se passe plutôt bien. On continue. C'est la dernière. Ah, faut que je me repose, c'est dur de respirer là. C'est dur de respirer. Bon allez, je reçois enfin un petit peu d'aide. Oh putain, je vois plus rien. Allez, on va passer en mode accéléré. Bon, après une petite pause bien méritée, voilà ce que ça donne. Vu du dessous, on dirait limite une petite paillote comme ça. Maintenant, l'objectif, ça va être de retirer toutes les voliges en bois. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup plu en fait. Je vais vous montrer. En fait, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect qu'ont ces bois. Je trouve qu'il y a un côté assez déco vraiment qui est assez sympa. Donc, j'aimerais qu'on en garde vraiment un maximum, au moins 2/3, voire 3/4. Et je suis sûr ensuite qu'on va pouvoir réutiliser ce bois dans la déco de la maison. On sera content de rajouter un peu de charme avec quelque chose qui a déjà vécu. Parce que vous voyez, des fois, il y a des petites formes arrondies là comme ça. Et alors, c'est surtout l'épaisseur. Ça fait au moins 3 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment du beau bois. Donc maintenant, l'objectif, comme vous l'avez compris, dégager tout ça. On va commencer par le bout là-bas et redescendre tout doucement. En gros, la technique, ça va être de venir comme ça et soulever. Ça part bien. On va pas trop galérer, je pense. J'espère. Bon, à ce stade, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ça s'enlève très très bien. Là, en 15 minutes, on a bien avancé. La mauvaise, c'est que vraiment, le bois, il est dans un sale état. Il est hyper tendre, alors que je m'attendais à quelque chose de vachement plus robuste. C'est pas le cas. Là, une planche qui illustre bien ce que je dis, c'est vraiment ça, quoi. Il n'est pas bouffé, mais un peu pourri, quoi, on va dire. Donc, à part l'enlever, on peut pas faire grand-chose. Bon, on a bien rigolé. Maintenant, à mon avis, le plus dur, ça va être ça. Vous allez voir notre petite technique qu'on a mis au point. Je suis pas sûr qu'elle soit bien au point, mais on y croit. Bon, du coup, on a attendu le lendemain pour qu'il fasse un peu plus beau et qu'on ait de la lumière. Là, l'objectif maintenant, ça va être de couper ici et ici pour enlever ces grandes poutres. Celles qu'on a mis à la verticale là, elles sont bien vissées aux autres. Comme ça, en théorie, ça va permettre de pas, au moment où on va couper, que ça devienne incontrôlable, que ça tombe. On sait où la sécurité, du moins, on pense que ça va être sécure. On va voir le résultat. Bon, c'est Phil qui va tout couper. Belle jupe, belle robe. Finalement, on a eu pas mal de chance parce qu'on a loué une mini pelle pour la suite des travaux et elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu. Elle va nous être bien utile pour faire tomber ces derniers gros chevrons. Enfin, à ce stade, c'est même pas des chevrons, c'est des gros bastins. Ça va nous éviter qu'ils nous tombent sur la tête. Bon, une chose qu'on n'avait pas prévue,
c'est qu'on allait être livré plus rapidement de notre machine. Du coup, on va pouvoir s'aider d'elle pour descendre cette poutre. Et on n'aurait peut-être même pas eu besoin de mettre ça, mais on savait pas qu'on allait la recevoir aussi vite. Donc là, moi, je vais venir en maintien avec la pelle en dessous de cette poutre. Et tout doucement, après, avec la pelle, on viendra descendre. Et normalement, la poutre va tomber doucement. Allez, je monte dans la bête. Je vais un peu reculer parce que je suis trop près. Vas-y. Bon, comme vous avez pu voir, là c'est un vrai champ de mine. Phil ce matin il a commencé à tout gratter ici. L'objectif c'est quand même de descendre d'environ 1m60, 1m70 de profondeur, voire plus. En fait on va gratter jusqu'à là où on peut. On avait fait une étude de sol et en dessous d'1m70 la pierre c'est de la pierre noire, donc c'est de la pierre très très dure. Donc on aura du mal à descendre en dessous. Il faut qu'on descende le plus loin possible pour faire ce fameux projet d'extension qu'on va vous réexpliquer un peu plus tard. Parce qu'en fait, le sol fini ne sera pas là où moi je suis. Il sera beaucoup plus profond pour pouvoir accéder ensuite à tout le reste de la maison. On vous réexpliquera de toute façon. On préférerait descendre encore plus profond parce qu'il faut qu'on prévoie aussi la dalle qu'on va faire en dessous. Si on fait un système de chauffage au sol, la partie isolation. Donc tout ça, ça peut faire au moins 20 cm. En tout cas, l'un des gros objectifs avec la mini pelle de 5 tonnes quand même, ça va être de faire un énorme trou et je pense que nos piliers vont devoir sauter. Il va falloir qu'on s'en occupe parce qu'il n'y a pas de fondation. Ça nous va pas ça. Donc comme tu le vois, malheureusement, on a dû se séparer de nos piliers en briques. Ça aurait été hyper compliqué de les garder, sachant qu'on va devoir creuser très profond. Ils seraient forcément tombés à un moment donné. Après, c'est quand même des belles briques, donc on s'est dit qu'on allait les mettre de côté. On trouvera forcément quelque chose à faire avec. Si c'est pas pour ce projet-là, ça sera pour faire des délimitations, pour y mettre des fleurs, ce genre de choses. Vous nous connaissez, avec le temps, on trouvera toujours une utilité. Alors on creuse d'une manière assez originale, c'est-à-dire qu'au début, le long du mur de la maison, on n'osait pas utiliser le gros BRH qui allait faire complètement tout vibrer. On préférait utiliser notre petit marteau de démolition. Comme ça permet d'un peu fendre la pierre et ensuite, après avec la mini pelle, on vient gratter le tout. Ça marchait bien, c'est peut-être un peu plus long, mais c'était un peu notre technique. Par contre, du moment qu'on s'était pas mal éloigné du mur, là, on a sorti le gros pic-pic, le BRH, et il n'y a pas à dire, hein, ça nous a fait gagner énormément de temps. Bon, et puis tous ces gravats, on les évacue dans la remorque du voisin. Il est toujours là pour nous donner un coup de main. C'est le top de pouvoir compter sur lui. On a quand même pas mal de chance. Mine de rien, il y a quand même déjà eu pas mal de travaux. C'est beaucoup de démolitions certes, beaucoup de grosses œuvres, mais c'est indispensable avant la suite. L'objectif, c'est quand même de repartir d'une base bien saine. On espère qu'on pourra continuer à te partager toute notre aventure dans ce format-là. Fais-nous un max de retours. Nous, en tout cas, on n'hésitera pas à vous partager la suite parce que vous êtes toujours une énorme source d'inspiration. On se dit à bientôt. C'était Pierre et Phil depuis les 3 maisons. N'oublie pas que je t'ai glissé un lien en description pour que tu puisses découvrir et tester le Rollistime de chez Polti avec ta 100 € de réduction. Merci à Polti et surtout merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.